Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Voici les titres. Une attaque qui aura été d'une incroyable violence. Le procureur de Nantes a tenu une conférence de presse. Il est revenu sur le déroulé des faits et sur le profil de l'adolescent auteur des coups de couteau. Les élèves se sont retrouvés aujourd'hui au sein de l'établissement. Quelle solution face aux déserts médicaux? Le gouvernement veut y envoyer les médecins généralistes 2 jours par mois. Mission de solidarité qui ne fait pas l'unanimité. D'autres professions comme les pharmaciens réussissent pourtant à assurer un équilibre géographique. Un nouveau général russe assassiné en pleine rue près de Moscou. 4e personnalité à être ciblée en Russie depuis le début de la guerre. L'acte n'a pas été revendiqué, mais il intervient alors que les négociations se tendent autour d'un cessez-le-feu en Ukraine. Dans ce journal également, la bataille des pâtes à tartiner. Industriels, chocolatiers, fabricants de confitures, tout le monde s'y met. Mais pour quel prix et comment faire son choix? Nous avons testé pour vous. Et puis elle a longtemps été vue comme un oiseau de mauvais augure. La chouette a pourtant des super pouvoirs. Vous verrez notamment comment elle a révolutionné nos éoliennes. Minute par minute, le procureur de Nantes a donc détaillé les moments lors desquels l'adolescente de 16 ans a poignardé plusieurs lycéens. Si les 3 dernières victimes ont été frappées au hasard, la première jeune fille décédée de ses blessures a été ciblée intentionnellement. Des faits, vous allez voir, d'une violence inouïe qui explique l'immense émotion ressentie par les élèves. Ceux qui le souhaitaient se sont retrouvés aujourd'hui dans l'établissement. Sophie Chevalreau, Chloé Barbeau et Loïc Gorgibus. Habillés en blanc, les élèves se rassemblent dans leur établissement pour rendre hommage à leurs camarades. Certains accompagnés de leurs parents. Elle avait un besoin, ouais, de se recueillir, de mettre une fleur. Puis après, être entourée avec ses camarades. Ça touche en tant que parent, ça me touche énormément. Parce que là, ils ont peur de retourner à l'école, en fait. Sur ces pancartes, des messages destinés à l'adolescente poignardée à mort. Un peu plus tôt dans la journée, de nombreux collégiens et lycéens ont été accueillis par la cellule psychologique mise en place dans leur établissement. Un besoin de parler du traumatisme qu'ils ont vécu. On pense à ça et ça nous a un peu choqués. Quand on était dans le collège, on nous a dit de courir, de se cacher parce qu'il y avait quelqu'un avec une arme blanche. Et après, ça nous a mis une peur en nous. Car certains ont vécu l'horreur. Plusieurs dizaines d'élèves ainsi que leurs enseignants ont été auditionnés pour comprendre le déroulé des faits. L'assaillant entre d'abord dans une première classe. Il s'en prend à une seule élève avec une violence inouïe. Il a donné 57 coups de couteau sur le corps de cette victime. Et donc devant tous les élèves et la professeure, le mis en cause donnera des coups de couteau exclusivement sur cette jeune fille. Pourtant, il la connaissait et l'appréciait. Ce n'est pas par hasard qu'il s'en prend à elle. C'est la seule personne avec laquelle il entretient de bonnes relations au sein du lycée. Il entre ensuite dans une seconde classe et attaque 3 élèves au hasard, les plus proches de l'entrée. Alerté par les cris, un technicien en informatique met fin à l'attaque. Il voit de dos le mis en cause avec le couteau à la main et donc il décide de lui asséner un coup de chaise dans le dos et sur le crâne. Le lycéen le poursuit avec sa lame de 20 cm. Avant que l'informaticien l'isole dans un sas, il contacte la police. Elle intervient 8 minutes plus tard. Quelles étaient les motivations de l'assaillant? Il n'a été entendu que peu de temps avant d'être interné en psychiatrie et n'a pu donner aucun mobile cohérent. Et le procureur a également donné les premiers éléments qui ressortent de cette enquête. Il s'agit de déterminer le mobile de cette attaque. Et le profil psychologique de l'adolescent inquiétait ses proches depuis longtemps, notamment sa fascination pour Hitler. Écoutez les précisions d'Amandine Creff et Maureen Bajac. Il est décrit par tous comme un jeune homme solitaire, avec peu d'amis. Ce soir, le procureur de la République de Nantes détaille la personnalité trouble de Justin P. Dans cette personnalité, il résulte assez clairement une forme et une certaine fascination pour Hitler. Cette fascination a été repérée par le personnel enseignant de l'école dans laquelle il était, puisqu'il dessinait Hitler. Le sous-directeur de l'établissement décide de le convoquer avec sa mère la veille des vacances de Pâques. Alerté par son comportement,
Depuis janvier, elle lui a fait rencontrer à 6 reprises des éducateurs de la maison des adolescents de Nantes. Avant de passer à l'acte, il s'était scarifié le front dans les toilettes. Il s'agit d'un jeune, à l'évidence, suicidaire. Il avait écrit au feutre sur les murs un certain nombre de phrases, l'une d'entre elles étant qu'il souhaitait qu'on lui tranche la gorge. Justin P. dit aussi n'avoir jamais subi de harcèlement. Alors pourquoi s'en est-il pris à 4 de ses camarades? Le premier mobile qu'on peut écarter, c'est une potentielle relation affective avec la jeune fille qu'il a tuée. Pour avancer sur ses motivations, les enquêteurs vont étudier ce document de 13 pages adressé à ses camarades de classe. Il y dénonce notamment la mondialisation, les méfaits de la technologie ou la destruction de l'environnement. La qualité de la prose utilisée dans ce message peut effectivement nous questionner sur son auteur réellement. En tout cas, lui indique que c'est lui. Sa garde à vue a été écourtée. Interné en psychiatrie, il rejoindra une unité spécialisée dans le suivi des adolescents suicidaires en dehors de la région. À ce jour, cet internement ne remet pas en cause sa responsabilité pénale. Et alors que cette affaire a relancé ces derniers jours le débat autour des portiques à l'entrée des établissements scolaires, sachez que le ministère de l'Éducation nationale a publié ces chiffres aujourd'hui. Depuis un mois, la police a organisé 1 millier de contrôles aléatoires à l'entrée des établissements. 94 armes blanches ont été saisies lors de ces fouilles inopinées. Face à cette délinquance des mineurs, le procureur de Bayonne a lui décidé d'adapter les moyens de pression à sa disposition, notamment, vous allez le voir, pour les consommateurs de cannabis. Ces derniers n'encourent généralement qu'une amende, mais peu la payent finalement. Le parquet a donc décidé de leur confisquer leur téléphone portable quand celui-ci a servi à commander la drogue. Baptiste Guénet, Hortense Villatte et Jean-Vincent Molinier. C'est la nouvelle consigne du procureur de Bayonne aux policiers sur le terrain. Sanctionner les consommateurs de stupéfiants en saisissant leur téléphone. Cet adolescent vient justement d'être contrôlé en possession de quelques grammes de cannabis. Quel âge tu as? J'ai 15 ans. T'as 15 ans? Tu consommes depuis longtemps? Non. Il a contacté son dealer via les réseaux sociaux. T'as acheté où et comment alors? Sur Snap. Sur Snap? Direction le commissariat. Après avoir été entendu et avant toute condamnation, son portable peut être saisi. Cette sanction, appliquée ici depuis quelques jours, change la donne pour les policiers, notamment lorsqu'ils ont affaire à un mineur. Globalement, c'était une audition, une mesure de protection et une remise aux parents, tout simplement. Donc en termes d'effet dissuasif, on est très en deçà de la saisie de son téléphone, qui, pour le coup, est une vraie sanction. Sûrement la pire sanction pour un adolescent. Et pour les policiers, peut-être l'occasion de remonter jusqu'au réseau de trafiquants. Mais avant cela, ils doivent prouver que le téléphone a bien servi à acheter la drogue. Jusqu'alors, la plupart des consommateurs contrôlés étaient sanctionnés par une amende, 200 €. Mais à Bayonne, elles ne sont payées que dans un tiers des cas et elles ne s'appliquent pas à tout le monde. Pour le procureur, il fallait donc trouver une alternative. Une sanction immédiate à l'égard de personnes qui ne sont pas forcément la cible de l'amende forfaitaire, qui n'est pas applicable aux mineurs, par exemple, ou qui n'a pas d'intérêt à l'égard de personnes qui ne sont pas solvables. Le ministre de la Justice souhaite généraliser cette mesure partout en France. Dans une circulaire, le garde des Sceaux demande à tous les procureurs d'appliquer la saisie du téléphone portable de manière systématique. Ce chiffre, à présent, les déserts médicaux représentent 87% du territoire français. Une situation qui dure depuis des années, devenue inacceptable en termes de santé publique, mais à laquelle les autorités peinent à trouver des solutions. Il faudrait rééquilibrer l'implantation des médecins, notamment généralistes. Le gouvernement souhaite donc leur demander d'intervenir 2 jours par mois dans les zones les plus dépourvues. Mission de solidarité qui ne fait pas l'unanimité. Marine Brossard, Grégoire Villaume et Camille Salcedo-Ruiz. Le remède du gouvernement, demander peu à beaucoup de médecins, consacrer 2 jours par mois à des déserts médicaux. On va demander à ces médecins de se déplacer, de venir dans des territoires particulièrement
peu dotés de pouvoir faire des consultations physiquement présents grâce aux élus locaux qui auront mis des locaux à disposition. Des incitations financières devraient être proposées aux médecins volontaires. La profession conserve donc sa liberté d'installation et échappe à un système coercitif. Une régulation à laquelle sont déjà soumises d'autres professions paramédicales. C'est le cas des pharmaciens depuis 80 ans. Pour qu'il y ait une pharmacie, il faut qu'il y ait 2500 habitants sur une commune. Pour qu'il y ait une deuxième pharmacie, il faut qu'il y ait 4500 habitants de plus. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, tout le territoire français est couvert par toutes les pharmacies. Les sages-femmes, infirmiers, kinésithérapeutes et depuis cette année les dentistes sont également soumis à des règles pour ne pas s'installer dans des secteurs où leur profession est déjà surreprésentée. Pour mieux répartir les soignants, localement, des collectivités vont jusqu'à payer les études de certains praticiens en échange d'un temps passé là où le besoin est le plus grand. Voilà comment ce kinésithérapeute s'est retrouvé à Chelles, à 3 quarts d'heure de route de chez lui. J'ai dû payer les écoles de kinésithérapie qui sont payantes. Pour limiter les dépenses, j'ai signé un contrat avec la région Île-de-France qui m'a financé à hauteur de 15 000 €. Et donc en contrepartie, je devais 3 ans en zone sous-dotée. Elle est déjà dans un désert médical et pour attirer des confrères, cette généraliste a misé sur les conditions de travail. Elle a embauché une assistante médicale et une secrétaire qui s'occupent de tout l'administratif. Résultat, elle a trouvé un remplaçant qui consulte à ses côtés 2 jours par semaine. Je ne fais vraiment que mon métier de médecin. Voilà. Et ça attire les jeunes. Voilà. Même si je suis à 50 km de Paris, plutôt que de remplacer au pied de leur cabinet à Paris, ils préfèrent venir faire 50 km, venir ici parce qu'il y a un bon environnement. Pour donner envie de s'installer dans des déserts médicaux, le gouvernement annonce également que les étudiants pourront suivre leur première année de médecine dans l'ensemble des départements français d'ici 2026. À l'étranger, alors qu'il semble de plus en plus évident que la Russie et les États-Unis cherchent à faire céder l'Ukraine sur les territoires occupés, la situation se tend sur le terrain. Un général russe a été tué dans l'explosion d'une voiture en pleine rue près de Moscou. C'est la 4e personnalité à être assassinée en Russie depuis le début de la guerre. Attaque qui n'a pas été revendiquée. Benoît Cristal. La victime se trouve derrière cet arbre. Elle n'a aucune chance d'en réchapper. La scène est filmée par des caméras de vidéosurveillance. Quelle horreur! Un explosif caché dans cette voiture en feu vient d'être déclenché à distance. La victime, un haut dignitaire de l'armée russe, se dirigeait vers sa voiture. L'explosion a lieu à 9 h du matin, dans la banlieue de Moscou. J'étais chez moi, j'ai entendu un grand boom et quand j'ai regardé par la fenêtre, la voiture était déjà en feu. Non revendiqué, l'attentat ressemble à une démonstration de force des Ukrainiens. La cible, le lieutenant-général Moskalik, était responsable du recrutement militaire en Russie. Il avait participé à plusieurs délégations diplomatiques en France et en Syrie. En décembre dernier, un autre général de haut rang était assassiné dans la banlieue de Moscou. L'Ukraine avait aussi éliminé 2 personnalités médiatiques proches du Kremlin à Saint-Pétersbourg et Moscou, démontrant ainsi sa capacité à frapper au cœur du pouvoir russe. Aujourd'hui, cet attentat intervient alors que Vladimir Poutine reçoit l'envoyé spécial de la Maison-Blanche. Selon le plan de paix américain, la Russie pourrait conserver tous les territoires conquis par la force. Donald Trump, lui-même, affirme aujourd'hui dans une interview que l'Ukraine serait responsable de la guerre. Volodymyr Zelensky, lui, annonce qu'il ne se rendra sans doute pas aux obsèques du pape demain à Rome. Et justement, à Rome, sachez que les portes de la basilique Saint-Pierre se sont refermées ce soir. Pendant 3 jours, 250 000 fidèles se sont recueillis devant le corps du pape François. Son cercueil doit être scellé lors d'une cérémonie à huis clos avant des obsèques grandioses demain matin. On y attend 50 chefs d'État, dont Donald Trump et Emmanuel Macron. Marius Renaudet. Se recueillir une dernière fois avant que le pape n'effectue son ultime voyage. Les personnalités se succèdent en fin d'après-midi, comme le couple Macron, avant la fermeture du Saint-Siège à 19 h. Le cercueil papal y est scellé en ce moment même autour des proches du souverain pontife.
À 10 h ce samedi, Giovanni Battista Rei, le doyen du Collège des cardinaux, célébrera les obsèques sur le parvis de la place Saint-Pierre comme le veut le rituel du Vatican. 130 délégations officielles pour 1 h 30 de cérémonie. 500 places assises sont réservées, têtes couronnées, chefs d'État et de gouvernement sur le côté droit, cardinaux et évêques à gauche. La dépouille du pape François sera ensuite transportée en corbillard jusque dans le cœur de Rome. Cette procession va être faite à pas d'homme, à pas lent. Et donc on peut imaginer une procession qui va durer 1 heure. Avec comme dernière halte, la basilique Sainte-Marie-Majeure, une première fois en 3 siècles. François a choisi avant sa mort un caveau sobre, à l'image de sa vie, situé entre la chapelle Paolina et la chapelle Sforza. Il a demandé que sa tombe ne porte qu'une seule inscription en latin, Franciscus, et que la pierre tombale soit extraite d'une carrière de sa terre natale, la Ligurie. Les cardinaux rendront dans cette basilique un dernier hommage au pape, aux alentours de 16 h. Policiers et carabiniers, militaires et agents de la sécurité civile, des obsèques placées sous haute surveillance. Demain, la sécurité sera très resserrée. On sera aussi nombreux qu'il le faut pour aider la foule à vivre cette journée de la façon la plus sereine possible. Des écrans géants ont été installés le long du parcours pour permettre à tous les fidèles de faire leurs adieux au Saint-Père. Et demain, ce ne sont pas des chefs d'État ou des rois qui seront les derniers à saluer le pape François. Vous le savez, il a choisi de ne pas être inhumé au Vatican, mais à Sainte-Marie-Majeure. Et sur le parvis, ce sont des migrants, des détenus, des sans-abri qui attendront le cortège. François, qui prônait une église pauvre pour les pauvres, a toujours soutenu personnellement la cause des plus démunis. Un exemple à quelques pas du Vatican, avec ce reportage signé Lise Cloix, David Bordier et Pauline Lormand. À 2 pas de la basilique Saint-Pierre, l'endroit avait tout pour devenir un hôtel de luxe. Attention à la marche. Bienvenue. Pourtant, aujourd'hui, c'est aux plus démunis qu'il ouvre ses portes. Qui veut un plat de résistance ? 46 sans-abri sont accueillis chaque soir pour y passer la nuit avec un repas chaud. Initiative du pape François il y a 6 ans. Violetta, bruxelloise, y a trouvé refuge l'année dernière. Elle se souvient de leur rencontre. On était tous les pauvres comme ça, et lui est passé, il était dans un siège roulant, et ils l'ont poussé, et il nous saluait, et il nous offrait des rosaires. C'est pas qu'il est proche des pauvres, il est proche de tout le monde, du monde entier. Ici, son visage orne chacun des murs. Certains résidents surnomment même l'endroit la maison du pape. Ici, il se sentait comme en famille. Ça a été inauguré en novembre 2019 et le pape était assis juste ici. Il était très heureux, il était blagueur. Pour les plaisanteries, les bénévoles ont pris le relais. Le seul problème ici, c'est qu'on y mange trop bien. Ils sont une dizaine à s'activer en cuisine. Au menu ce soir, des pâtes, Italie oblige. Impensable pour Valentina de manquer ce rendez-vous, chaque jeudi sans faute. C'est une structure tellement nécessaire, en espérant que son successeur en crée d'autres. C'est ce dont on a vraiment besoin. Difficile pour Michel d'imaginer un remplaçant à la hauteur. J'ai eu une photo avec mamie, la met ici. Il l'a pris comme ça. Il en garde ce rosaire offert par François. Tous ici saluent son dévouement, sa proximité, jusque dans l'emplacement du centre. D'ici, on profite d'un panorama unique à Rome. En quelque sorte, le pape a voulu avoir les pauvres comme voisins, les sentir proches de lui. Pour financer ces lieux d'accueil, le pape s'était séparé de cadeaux luxueux, comme cette moto vendue plus de 200 000 € pour aider ceux qu'il avait toujours chéris. Et demain, je vous donne rendez-vous avec Gilles Boulot et tous nos envoyés spéciaux dès 8 h pour une émission spéciale autour des funérailles du pape François. Une cérémonie qui sera suivie avec un écho très particulier en Corse. La Corse où le souverain pontife s'était rendu le 15 décembre dernier. Vous le voyez ce soir, une procession a eu lieu dans les rues d'Ajaccio.
Comment répondre à la crise du logement? Et si le télétravail était l'une des réponses à cette question? Ces dernières années, des milliers de mètres carrés de bureaux ont été abandonnés par les entreprises, 10% du parc en Ile-de-France. Mais leur reconversion en appartement n'est pas si simple dans les faits. Démonstration avec Joséphine de Franqueville et Noélie Claire. Dans ce quartier résidentiel, à 2 pas de Paris, où il fait plutôt bon vivre, cet immeuble de 14 000 mètres carrés de bureaux est vide depuis 2 ans. A priori, une aubaine pour créer des logements. Mais encore faut-il donner envie de vivre derrière ces façades de verre et d'acier, a priori inhospitalières. C'est le métier de cet investisseur qui vient de racheter l'immeuble. Ici, on aurait l'entrée du logement. On arriverait en partie centrale, plutôt l'entrée, les placards, la salle de bain, donc les pièces qui sont plutôt aveugles. Et on aurait donc le séjour qui serait sur cette partie-là jusqu'à la loggia. Donc toute cette zone-là serait le séjour. Il faut imaginer un balcon. Il va conserver la structure du bâtiment, mais en moins large. La façade, elle va être plutôt à ce niveau-là. À 8 000 € le mètre carré, il veut attirer une clientèle aisée. Créer 116 appartements lumineux, ni trop grands ni trop petits, qu'il soit sûr de vendre pour couvrir les frais de travaux. Non, après, si on fait un 3 pièces trop grand, personne ne pourra l'acheter, ça sera trop cher. Puisqu'il renonce à des mètres carrés en largeur, il a décidé d'en gagner en hauteur. La mairie l'autorise à créer des étages supplémentaires. On va pouvoir déjà utiliser le volume des locaux techniques, qui étaient les locaux de clim des bureaux, là qu'on voit ici. Et puis on a la possibilité, avec la loi Elan, de surélever partiellement. Donc ce qui nous permet de gagner 1900 mètres carrés, 20 logements supplémentaires. Plus de 5 millions de mètres carrés de bureaux seraient vides en Ile-de-France. Désertés à la faveur du Covid et de l'essor du télétravail. Des promoteurs s'emparent donc de ces anciens quartiers de bureaux pour les transformer en logements. À Clichy, un paquebot est sorti de terre, 10 étages. Et juste en face, la même société a 2 autres projets en cours. Ici, on va créer 100 logements. On passe malheureusement par la démolition-reconstruction pour changer la forme urbaine. On est sur un immeuble qui est dans une forme de T. On va créer un immeuble qui sera sur un U. Ces travaux colossaux ne sont rentables que dans des villes comme Clichy, où le mètre carré se vend 9 000 € et où la population ne cesse d'augmenter, plus 7% en 5 ans. On a cette première couronne où on a là une offre importante de bureaux dans de nombreuses villes, mais aussi une forte appétence des ménages pour y habiter. Et là, une production de logements par rapport à du bureau devient intéressante et possible financièrement. La solution n'est donc pas miraculeuse partout. Et au-delà de l'aspect économique, il faut convaincre les maires d'accepter de nouveaux permis de construire. Jean-Philippe Dugoin-Clément en a fait son cheval de bataille. Aujourd'hui, beaucoup de maires disent « je préfère garder un immeuble vide qui ne me coûte rien et qui me rapporte de l'argent que d'avoir un immeuble de logement social qui ne me rapportera pas d'argent et qui me coûte ». Parce que même si l'immeuble de bureau est vide, la mairie touche quand même la taxe foncière. Il n'y a donc pas d'incitation à reconvertir. Le jour où il est transformé en immeuble de logement, a fortiori du logement social, il y a des exonérations de taxes foncières, il n'y a plus de taxes d'habitation. Par contre, les nouveaux habitants, ils consomment du service et donc ils coûtent à une commune en frais de cantine, en frais de crèche, en frais de garderie, en frais culturels. Autrement dit, un résident coûte plus cher qu'un employé qui vient juste travailler en ville. Dans ce quartier entièrement tertiaire de Rueil-Malmaison, l'adjointe au maire n'accorde des permis de construire qu'au compte-gouttes. On ne peut pas en faire partout et on ne pourrait pas absorber ce que représenterait la transformation de la totalité des bureaux obsolètes aujourd'hui. Car il faudrait aussi reconfigurer les routes du quartier. Il y a la circulation, vous avez un flux qui est différent. Si vous êtes salarié, vous venez dans la ville. Si vous êtes habitant, vous partez vers votre travail. Nos qualifications de voirie, qui sont normalement suffisantes, ne le seraient plus. La semaine dernière, une proposition de loi a été présentée pour créer une nouvelle taxe d'aménagement dont profiteraient les maires pour les inciter à réhabiliter davantage et donc à résorber la crise du logement. Voilà maintenant un produit qui ne s'est jamais aussi bien vendu. Ce n'est pourtant ni le moins cher, ni le moins calorique. La pâte à tartiner est au cœur d'une bataille commerciale. Le leader du marché en vend 1 million de pots par jour en France, mais il commence aussi à être concurrencé par des dizaines de références. Cassandre de Wagner, Théo Manisier et Ahmed Rassouli. Pendant longtemps, dans les rayons de pâte à tartiner, il n'y avait que lui. Le géant italien qui vend près d'1 million de pots par jour. C'est sucré, c'est addictif.
Alors on aime, depuis qu'on est tout petit. Mais depuis quelques années, il y a de la concurrence, de nouvelles saveurs aux amandes véganes sans huile de palme ou encore bio. Des pots entre 3 et 15 € le kilo. Ça nous embrouille un peu aussi, hein. Des fois quand il y a beaucoup de choix comme ça, on ne sait plus quoi choisir. Les ventes ne cessent de progresser, plus 5% l'an dernier. Voilà pourquoi tout le monde s'y met. Dans le Lot-et-Garonne, ce spécialiste de la confiture s'est lancé dans la bataille de la pâte à tartiner. Ici, 5 millions de pots sont produits chaque année. Comme pour ses concurrents, l'ingrédient principal, c'est la noisette, cultivée, elle, à seulement quelques kilomètres. Elle est belle, elle est grosse, elle est saine et tout, quoi. Voilà. Nous, on est pour faire du produit français, hein. Voilà, c'est vraiment la... Moi, je pense qu'elle vaut la noisette italienne, hein. Pour donner envie aux Français d'essayer sa pâte à tartiner, l'industriel doit se différencier. On voulait faire quelque chose d'allégé en calories et bon à la fois. Sa nouvelle recette est sans sucre ajouté. C'est un atout qu'on va avoir auprès des consommateurs. C'est bien pour ça qu'on se dit qu'on a notre petite part de marché aussi, mais qui peut grossir. Sincèrement, moi j'y crois. Et il a raison d'y croire. En Normandie, Alexandre en sait quelque chose. Il est artisan chocolatier. Quand il a lancé sa pâte à tartiner, il employait 6 personnes. Désormais, face au succès, ils sont 26. On a l'usine qui tourne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour la fabrication principalement des pâtes à tartiner. Il exporte même en dehors de la France, Espagne, Maroc, Pays-Bas, Belgique. En seulement 6 mois, la production a été multipliée par 10. De quoi déboussoler Alexandre. Ouais, non, on n'est jamais prêt à ça. Il y a eu une vingtaine de personnes qui ont été embauchées. Les moyens matériels ont été décuplés monstrueusement. Enfin, non, il y a beaucoup de choses pour changer ici. Le petit artisan normand ne s'arrête pas là. Il a développé d'autres saveurs, pistaches, cacahuètes et même fruits rouges. Mais au fait, ces pâtes à tartiner sont-elles bonnes pour la santé ? Sans surprise, elles restent très sucrées. Concrètement, on est sur un aliment plaisir, donc il est fait pour ça. Donc, le nombre de morceaux de sucre est quand même assez dingue, puisqu'on est sur 14 morceaux de sucre dans chacun de ces pots à tartiner. Cela dit, il est rare de manger le pot en entier, de quoi déculpabiliser. On entend beaucoup parler de la comparaison beurre-confiture versus pâte à tartiner. En réalité, on est sur la même quantité de sucre et de gras. Donc, conclusion, faites-vous plaisir. Vous pouvez aussi la préparer vous-même. Des noisettes, de la poudre chocolatée, du miel et du lait. Mixez le tout et après 15 minutes, voilà une pâte à tartiner maison, moins sucrée, mais 2 fois plus chère que celle du supermarché. Et pour transporter nos marchandises, on a longtemps cru que le fret ferroviaire pourrait être une alternative à la route. En France, ce mode de transport a pourtant du mal à se développer et la solution la plus écologique sera peut-être de convertir notre flotte de poids lourds à l'électrique. Un premier dispositif a été inauguré aujourd'hui. Olga Lévesque et Zaina Diallo. Lorsqu'un camion électrique comme celui-ci n'a plus de batterie, le temps de recharge sur l'autoroute peut aller jusqu'à 9 heures. Sur l'A26 depuis ce matin, il y a peut-être la solution. Pour faire des longues distances et pour éviter d'avoir des camions qui rechargent pendant très longtemps, on met en place des stations relais. Comment cela fonctionne ? Le camion qui n'a plus de batterie transmet sa marchandise à un autre véhicule, lui rechargé. Il effectuera la suite du trajet. Une sorte de relais de poste des temps modernes. Il me suffit de décrocher la remorque, donc baisser les béquilles. Et une fois que c'est décroché, venir me mettre en place. Il y en a pour 5 minutes. Pour pouvoir traverser la France du nord au sud en camion électrique, 5 stations comme celle-ci ont été installées entre Lille et Avignon. Et avec ce système, le camion tourne en permanence puisqu'il fait des allers-retours sur une boucle de 300 km dans un sens, 300 km dans l'autre. 300 km, c'est l'autonomie moyenne d'un camion électrique. Là où un poids lourd thermique roule environ 800 km par jour. Pourtant, des entreprises comme celle-ci font le pari de l'électrique. Donc vous avez le système de chargement ici, donc pour recharger la batterie. Ici, un camion sur 10 roule sur batterie. Il a donc fallu trouver des solutions. Alors nous avons choisi un système de rechargement de nuit
qui est le plus compétitif parce qu'en fait, il faut planifier nos livraisons. Et donc, ces véhicules rechargent la nuit et vont livrer dès la matinée. Mais uniquement un périmètre restreint. Pour aller encore plus loin, partout en Europe, on cherche des solutions. L'Allemagne a testé l'alimentation par câble sur l'autoroute, à la façon d'un tramway. La Suède, elle, expérimente un système de recharge via un rail, directement dans le sol. Une innovation qui sera aussi testée en France cette année. Le beau temps est de retour ce week-end et si vous avez envie de redonner des couleurs à votre jardin, les habitants du nord-est de la France ont un bon tuyau à vous donner. En Belgique, une gigantesque jardinerie propose des prix défiant toute concurrence, comme nous le montrent Manon Debu et Bora Gerbas. Ici, on peut vite se retrouver bloqué au cœur d'un embouteillage de caddies. Oh, pardon, excusez-moi. Il y a tellement de monde. Dans cette pépinière hors norme de 10 000 mètres carrés, c'est la razzia sur les fleurs de saison à prix cassé. Ah non, on court, c'est trop beau, c'est magnifique. Notre maison est la plus belle, on nous dit toujours oh, « Vous allez où ?» En Belgique, je dis, il faut y aller. Des géraniums, fleurs stars du moment à 1,15 € le pot, 3 fois moins cher qu'en France. Des oliviers d'1,70 m à 69 €, près de 40 € de moins que chez nous. On a sauté sur la promotion. Pour ces offres, des milliers de Français traversent la frontière belge, comme Stéphanie, Colette et Pierre-Thomas, qui arrivent de Sedan, à 3 heures d'ici. Mais ça, un seul, c'est 2,50 €, mamie, ça fait pas cher. Hein. Et les 3, et si vous en prenez 3, c'est 6 €. On va prendre 3. Hein. Et ben voilà. On est déjà reparti avec la voiture. On en avait sur nous, on voyait rien. Alors on s'est mis au démarrage, mais en fait, on voit, il y a tellement de choses, il y a tellement de choix, et puis les prix sont, ça n'a rien à voir. La recette du succès se trouve en coulisses, dans un entrepôt tout aussi démesuré. L'enseigne commande plus de 30 000 plantes par jour, 7 fois plus qu'une jardinerie classique. La plupart des variétés sont achetées en direct à des producteurs belges. On va directement sur le producteur, sur la personne qui cultive le champ. C'est lui qui nous livre. Donc comme on a loupé une étape, forcément au niveau du prix, on est bien plus avantageux. Par rapport à un marché français, on serait sur divisé par 2, divisé par 3 au niveau du prix de vente en fonction des variétés. Ouais. Pour être rentable, malgré ses prix bas, l'entreprise doit vendre en très grande quantité et surtout éviter les pertes de marchandises qui s'abîment avec le temps. Certaines plantes sont ainsi bradées en magasin pour libérer de l'espace dans l'entrepôt et accueillir de nouveaux chariots. C'est donc la course pour Joséphine et les 70 employés chargés de remplir les rayons. Dès qu'il y en a un qui se vide, on le remplace par un autre. Il n'y aura jamais rien de vide. Des dizaines d'allers-retours, tout en veillant à la bonne santé des fleurs en cas de forte chaleur. On les met dedans, on tourne la vanne et elles prennent une douche. Et pour toutes les plantes que l'enseigne ne trouve pas en Belgique, chaque nuit, un camion vide file vers une commune au sud d'Amsterdam, un site aussi grand que la principauté de Monaco, dédié aux fleurs. Timothy y a pour mission de récupérer ces chariots achetés le jour même. Normalement, ils en ont préparé 49. 49, c'est tout juste le volume de ce camion-là. Ces fleurs ont été choisies aux enchères. Là encore, l'enseigne se passe d'intermédiaire. Pas de grossiste. Elle a embauché Jeroen. C'est lui qui achète toutes les plantes aux enchères au meilleur prix. Je sais que le kalanchoé, une plante grasse, est très populaire. J'essaye toujours de l'acheter autour de 40 centimes le pot. Car je sais que nos clients l'achèteront à ce prix et que nous en vendrons toujours. La marge sur ces plantes n'est que de quelques centimes, mais en vendant en grande quantité, l'enseigne parvient à être rentable. Et dans votre jardin, qui sait, vous entendrez peut-être un jour des ululements. Que cela ne vous inquiète pas, les chouettes sont des animaux injustement sous-estimés. Au-delà de leur physique très sympathique, elles ont beaucoup à apprendre à nos ingénieurs. Tiffaine Leproux, Caroline Blancard et Alix Ponsard. Nous avons rendez-vous au bout d'une route de campagne. Au pied d'une vieille bâtisse en pierre. Un soir, en Essonne. Nous, on va continuer juste par là. Au Moyen-Âge, cette sortie nocturne aurait été fortement déconseillée. La croisée, c'était l'annonce d'un malheur à venir sur tout un village.
On a tous vu dans les vieux bouquins les chouettes clouées sur les portes dans les anciennes fermes. On croyait qu'elles portaient une malédiction sur les cultures et les animaux. Aujourd'hui, on vise à la protéger, hein. Il n'y a plus de tout ça. Oui, ce groupe est venu en paix, simplement curieux de mieux connaître ces rapaces qui chassent majoritairement la nuit. Mais il ne se fait pas d'illusions, les chouettes sont discrètes. Vous entendez quelque chose, vous, ou pas? Non. Il faut croire que nous sommes chanceux. C'était quoi? C'est un ululement, c'est un bruit qui est modulé, mais vous devez l'entendre, là, non? Vous n'arrivez pas à capter, là? Si, très bien, merci. Vous venez d'entendre une chouette hulotte, la plus représentée sur le territoire, avec près de 300 000 couples nicheurs. Vivent aussi dans ce parc la chevêche, chouette à la fois nocturne et diurne, ou la célèbre effraie des clochers. Des espèces protégées que les spécialistes veulent réhabiliter. Non, elles ne portent pas l'œil. Elles sont en revanche au sommet d'une pyramide alimentaire essentielle. S'il n'y a pas de chouette, malheureusement, il y aura une prolifération des petits rongeurs. Donc si on déséquilibre la chaîne alimentaire à droite, à gauche, elle va être réamplifiée. Donc elle a un rôle à jouer qui est principal. Vous ne voyez quasiment pas ses oreilles. Elle a pourtant l'ouïe la plus fine de tous les oiseaux. C'est ainsi qu'elle localise ses proies, sans même les voir. Même un rongeur caché sous 50 cm de neige. Ses gigantesques pupilles lui garantissent une vision nocturne précise. Elle peut aussi regarder derrière elle sans bouger son corps, son cou pivotant à 270 degrés. Elle était là 50 millions d'années avant nous. Alors si vous l'aviez jusqu'ici reléguée au rang de maudit rapace, revoyez vos préjugés, elle a de super pouvoirs. Si l'état de leur population est en majorité rassurant, certaines espèces de chouettes sont menacées par les activités agricoles. L'utilisation de pesticides, l'arrachage des haies ou la rénovation des granges qui détruisent leurs habitats. Alors depuis quelques années, des associations aménagent des nichoirs chez les agriculteurs et cela leur rend bien service. Donc tu vois là, c'est le trou qu'on a fait quand on a installé le nichoir. Celui-ci est installé depuis 1 an dans le hangar de Jérôme, éleveur laitier dans l'Orne. Et chouette nouvelle, il est occupé. Donc là, elle est tout au fond du nichoir. Ouais. Elle est probablement en train de couver. Ah oui, les œufs sont là du coup. Oui, probablement. Jérôme a payé cette installation 50 € pour aider l'espèce à se reproduire, mais pas uniquement. Il compte bien faire de cette future famille de chasseurs une alliée, un dératiseur naturel. Une nichée peut engloutir jusqu'à 6000 rongeurs par an. Vous allez trouver des déjections de rats ou de souris un peu dans l'alimentation. Et tout ça, les vaches vont forcément l'ingérer et après ça peut avoir des conséquences sur la qualité du lait. Ça me fait un nouveau compagnon de travail, effectivement. Et il espère à terme pouvoir peut-être se passer de dératisation chimique. La chouette est une chasseuse hors pair, vous l'aurez compris. Mais nous n'avons pas encore évoqué son don le plus remarquable. Elle a le vol le plus silencieux des oiseaux. Et pour vous le démontrer, nous avons mené une expérience. 1, 2, 1, 2. Tu m'entends là? C'est bon, je t'entends, ouais. Ces 2 maîtres fauconniers du Puy du Fou vont faire voler tour à tour Valero, une buse tricolore, puis Gisèle, une chouette effraie. Tendez bien l'oreille. C'est bon, tout le monde est prêt? Allez-y. D'abord, Valero. Et donc là, on entend bien. On entend très bien là, oui. Et on voit que sur les fréquences, on a une amplitude qui est énorme, qui correspond au battement d'ailes. Donc ça veut dire qu'il y a une distorsion de l'air, donc il y a un bruit qui est émis au moment des battements d'ailes. Donc maintenant, on y va pour Gisèle, la chouette. Ok. Ah oui, c'est très léger. Là, vous voyez, on entend quasiment rien, il n'y a rien. Pourtant, elle a battu des ailes, on l'a vu sur la séquence, elle a battu des ailes. Mais c'est qu'il y a une spécificité anatomique qui va faire en sorte qu'elle fera beaucoup moins de bruit. En effet, regardez bien, Valero a des plumes lisses, rectilignes. Alors que Gisèle... On voit que sur la tranche externe, il y a une petite structure spécifique qui ressemble à un peigne, qu'on appelle le peigne d'ailleurs, et qui va faire en sorte de diminuer fortement les frottements avec l'air. C'est comme si nous, on était dans une piscine, qu'on tapait sur l'eau avec notre main fermée ou la main ouverte, on ne va pas avoir la même force, pas avoir le même bruit. Un peigne insonorisant donc. Il a longtemps fasciné les scientifiques, jusqu'à même les inspirer pour, pourquoi pas, rendre les éoliennes moins bruyantes. On va voir de plus près? Ouais. À 70 mètres de haut,
Vous pouvez voir le peigne juste là, tout au bout des pales. Donc tout simplement, avant on n'avait rien, on avait juste la pale sans ces petites dentelures. Et là, depuis quelques années, maintenant, les constructeurs d'éoliennes se mettent à installer ces petites dentelures. Ça va diminuer le son émis par le bruit aérodynamique des pales, de 2 à 3 décibels en moyenne. Cela peut paraître peu, mais avant ce système, il fallait arrêter l'éolienne chaque fois que son volume sonore dépassait le seuil réglementaire. Plus maintenant. Elle est donc plus productive. D'autres chercheurs étudient en ce moment même leur posture, leur coût, pour développer des robots industriels. Les chouettes vous ont peut-être longtemps fait peur. Elles devraient plutôt forcer votre admiration. Et puisqu'on parle de nos chercheurs, certains s'apprêtent à monter à bord d'un vaisseau, vous allez le voir, étonnant. Inauguré hier dans le port de Lorient, la Tara Polar Station est souvent appelée l'ISS des glaces, un laboratoire qui a d'ailleurs pour parrain un certain Thomas Pesquet et qui est destiné à étudier la banquise. Sylvie Pinatel. Qui mieux qu'un astronaute pour baptiser une soucoupe flottante ? Après 1 an et demi de construction, la Tara Polar Station, laboratoire flottant capable de supporter des températures de moins 50 degrés, est donc prête pour sa mission inédite. Se laisser enfermer dans les glaces polaires pendant des mois et dériver avec elle dans l'océan Arctique. La vie ensemble, difficile, l'environnement qui est quand même assez dangereux. Comment résister à tout ça ? D'autant que cet océan qui couvre 10% de la planète s'avère être le meilleur endroit pour mesurer l'impact du dérèglement climatique. L'Arctique, au-delà d'être un océan assez particulier, c'est un océan qui se réchauffe 3-4 fois plus vite qu'ailleurs. Et donc voir un peu comment cette transition se passe, c'est super important, je pense, pour préparer ce qui va nous arriver. Une dizaine d'expéditions d'ici 2045 vont ainsi étudier l'atmosphère, la neige, la glace de mer, la biodiversité. Notamment grâce à cette cheminée ouverte sous la coque qui, en plongeant sous la glace, permettra d'effectuer des relevés jusqu'à plus de 2000 mètres de profondeur. Comment la vie survit-elle dans ces conditions folles? Vous savez, on n'a aucune idée de comment les mécanismes cellulaires peuvent fonctionner. Aucune idée non plus quant à la manière dont l'équipage et les scientifiques vont s'adapter à ces longs mois de nuit polaire. Et voilà une des cabines. Bon, il y a quand même 4 mois de nuit polaire, on ne veut pas sortir comme ça. Il y a la nuit, il y a le blizzard, il y a la température négative, les ours. La Tara Polar Station va d'abord tester sa capacité à résister au froid, puis à la pression des glaces, avant de lancer l'an prochain sa première mission, un défi humain, scientifique et technologique dans l'une des régions les plus hostiles et isolées de la planète. Et c'est la fin de ce journal sur LCI Canal 26. Ne manquez pas ce soir ce documentaire consacré au secret du conclave, cette élection si mystérieuse des papes. Je vous laisse avec la finale de Danse avec les stars. Très belle soirée à vous et à demain dès 8h.